Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Rétro Info aujourd'hui où nous allons parler des événements de la semaine passée et des jours qui ont précédé la semaine puisque c'est la première Rétro Info depuis mon départ en congé. Et donc nous allons surtout parler aujourd'hui du terrorisme à l'occasion de cette commémoration du 12e anniversaire de la charte pour la réconciliation nationale de M. Bouteflika. À cette occasion, justement, le terrorisme a plusieurs visages. Et nous en savons quelque chose, nous, les Algériens, qui en avons particulièrement souffert. Mais jamais encore on n'avait entendu parler de terrorisme télévisuel. C'est ce que vient de perpétrer le NTV, la télévision publique algérienne, qui, soi-disant, pour rendre hommage à la sagesse de Fahim Tourou, le président de la République, dont elle nous dit qu'il a ramené la paix et la réconciliation entre les Algériens, nous montre des scènes en boucle, de scènes qui n'auraient jamais été autorisé à passer dans n'importe quel autre pays au monde, dans n'importe quel pays moyennement moral, moyennement honorable. Des scènes très choquantes, des corps déchiquetés, des cadavres baignant dans leur sang, des bébés assassinés et fracassés contre les murs, des centaines de cadavres en attente d'inhumation et autres images aussi effrayante qu'épouvantable. Et surtout, qui inspire la terreur. Et en fait, ce spectacle morbide a d'autres objectifs, ô combien inavoués, non pas de gonfler démesurément le mérite supposé de Bouteflika, mais surtout de faire peur aux Algériens. En un mot, les terroriser. Les avertir que s'ils persistent à vouloir chasser le régime, ils pourraient très bien retomber dans la spirale infernale. Et l'appel de Ouiahia aux terroristes de se rendre est significatif à cet égard pour installer le climat et l'ambiance qu'il faut. Rappelons que le même Ouiahia nous disait il y a quelques mois seulement que ce terrorisme qui nous agite sous les yeux aujourd'hui avait été vaincu. Aujourd'hui. L'Econews, Ouiahia, la menace de l'inflation, c'est de la démagogie, par El Aizouni. Agenceafrique.com. Le dinar algérien poursuit sa descente aux enfers, par la rédaction. Alger 24. Le NTV choque les Algériens avec des images insoutenables de la décennie noire, par Aderbal. Alors, pour en parler, aujourd'hui, nous aurons Azdine Zalani, juriste et analyste politique, qui est avec moi ici sur le plateau. Merci Azdine Zalani. Au téléphone, nous aurons Hassan Moussi, qui vit habituellement au Canada, mais qui se trouve en ce moment en Algérie, qui sera avec nous, économiste. Et Anwar Haddam, qui vit aux USA, président du MLJS, qui est avec nous en Skype. Merci Anwar Haddam d'être avec nous. Ahlan wa sahlan, merci. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Hassan Moussi ne nous a pas encore rejoint, il va bientôt être avec nous. Azdine Zalani, nous allons donc examiner les points, parler de cette histoire du dinar, de la planche à billets, de la flambée de l'euro, des discours des uns et des autres, de l'inquiétude au sein de la population. Puis nous parlerons des déclarations d'Ouiahia qui souffle le chaud et le froid, qui a provoqué une véritable panique qui a fait flamber l'euro en 2 jours, puis qui revient sur un autre temps pour nous dire non, que tout allait bien, que la crise ne serait plus là dans 3 ans, que dans 1 an et demi, tout reviendrait à la normale, etc., etc. Nous allons en parler. Et surtout, troisième sujet, la réconciliation. Et dans la réconciliation, nous allons parler, et nous allons commencer par ce sujet, de cette technique de l'ENTV qui passe en boucle pendant des heures et des heures
des images particulièrement choquantes qui n'auraient jamais été autorisées dans n'importe quel autre pays où l'on respecte l'éthique et la déontologie en termes de diffusion télévisuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, que vous dire? Sur le plan d'abord juridique, il y a plusieurs stades juridiques, politiques, sociaux, médiatiques et tout cela, mais sur le plan juridique, oui. Il faut revenir, même s'ils ont stipulé qu'il est interdit d'en parler, qu'il est interdit de la critiquer, cette loi, comme si c'était... parole de Coran, on ne dit pas parole d'évangile. Eh bien, la loi sur la réconciliation nationale n'est pas un acte juridique. Parce que son caractère même, il s'agit avant tout de réconcilier des volontés humaines, sociales, entre eux, et éventuelles, entre les victimes et leurs agresseurs et les criminels. Et cela, ça ne peut pas être fait par une loi. Ça peut être fait par la volonté populaire ou par la justice. Ça peut se faire par le pardon personnel en cas de crime individuel et par la justice dans un cadre légal, c'est-à-dire punir tous les criminels de tous bords, tout responsable d'actes illégaux, de quel bord qu'ils soient. La loi qu'on a appelée réconciliation nationale est encore pire, après elle, la loi qu'on a appelée fastidieusement, illégalement, comment dirais-je, on a appelé grâce amnistiante. C'est un terme juridique inconnu, totalement inconnu chez les juristes. Parce que la grâce, c'est un acte qui a été octroyé au roi à l'époque et qui, en France et maintenant dans certains pays, est octroyé au président de la République. En Algérie, la grâce existe dans la Constitution. C'est un droit qui revient uniquement au président de la République de gracier les criminels après jugement et condamnation et fin de tout recours. Alors, je relève, parce que la précision est de taille, la grâce ne peut intervenir qu'après jugement. Définitif. Même le président de la République, même avec ses prérogatives constitutionnelles, ne peut pas gracier un crime qui n'a pas été jugé. Ça, on est bien. C'est-à-dire après avoir épuisé toutes les voies de recours. Voilà. Et à ce moment intervient le droit de grâce, qui est un droit quasi divin, accordé au président de la République, auparavant au roi, de gracier le condamné. Généralement, c'est la condamnation à mort, et ça n'efface pas toute la condamnation, parce que généralement, ça passe à perpétuité ou à 30 ans. Généralement, les peines sont commuées. Voilà, les peines sont commuées. Alors, l'amnistie, par contre, est une loi. Oui. Elle est votée par le Parlement. Ce qu'on appelle les lois d'amnistie sont connues, que ce soit fiscales ou autres, et c'est le Parlement qui la vote. Ou par référendum. Ou par référendum, oui. qui est une loi. Oui. Parce que le référendum, oui. On l'appelle loi référendaire, oui. Parce que c'est la volonté populaire qui s'exerce directement au lieu qu'elle s'exerce par ses représentants. Okay. Le terme grâce, qui est un acte individuel du président de la République, après condamnation, et l'amnistie, qui est du ressort parlementaire et au référendaire, ne sont pas, on ne peut pas les coller. En plus de cela, il y a l'impunité, la problématique. C'est un sacrilège juridique, grâce amnistiante? Tout à fait, tout à fait. La loi exonère des criminels qui n'ont pas été jugés. Et on demande à la population de l'accepter, sans y avoir participé, sans y avoir pardonné individuellement ou collectivement. Il y a des crimes horribles qui restent jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce qu'on fait en plus de cela? Non seulement on fait une loi qui est quasiment illégale et anticonstitutionnelle, et on l'impose, la population accepte parce qu'elle a peur, parce que le terrorisme qu'elle a vécu pendant 10 ans
a entraîné tout ce qu'on sait, et donc le ouf, quelquefois lâche, mais en réalité, les gens n'en pouvaient plus et ils ont accepté. Ce qui est inacceptable, par contre, c'est le fait que les criminels des deux bords se sont auto-amnistiés les uns les autres. Et la meilleure des meilleures, c'est qu'ils sont associés dans des affaires ensemble. A priori, bien entendu. Ouais. Donc il y a une réconciliation, en fait, entre les deux auteurs de crimes, ceux qui peuvent être passibles de poursuites, et de poursuites graves, que ce soit au point de vue national ou international. Ils se sont auto-amnistiés sur le dos de la population victime qui a souffert pendant 10 ans et qui a perdu ses enfants, etc. Voilà ce qui est injuste. Mais en plus, pour en revenir à ces images, vous venez de nous éclairer vraiment, je vous remercie, surtout au sujet de cette grâce que le président ne peut accorder qu'aux condamnés par jugement définitif. Tout à fait. C'est très bien. Personnellement, merci de nous l'avoir rappelé. Mais je voulais vous demander quelque chose. À supposer que cette charte pour la réconciliation nationale ait été vraiment approuvée par le peuple dans un cadre vraiment référendaire, librement consenti. Supposons que ça soit passé comme ça. Cette constitution, cette charte plutôt, elle prévoit de ne jamais, elle interdit plutôt, d'utiliser les images et les affaires et les détails des massacres pour stigmatiser les uns ou les autres, pour ne pas remuer la tragédie nationale. Or, ce que vient de faire le NTV, c'est exactement ça. Normalement, le NTV, elle est concernée par cette fameuse charte pour les détails, les décrets d'application de cette fameuse charte, parce que la télévision algérienne vient de déroger très gravement à un commandement, j'allais dire, à une disposition centrale, fondatrice de cette charte, en diffusant de telles images. Bon, là-dessus, je voudrais dire deux choses, mais enfin, je commencerai par la première, c'est votre question. Oui. Il s'agit, sans tourner autour de la question, il s'agit d'un chantage à la population. Non, mais d'abord sur le plan juridique. Est-ce qu'ils ont le droit de procéder à de telles pratiques, de telles méthodes, sur le plan de la loi, les propres lois qui découlent de la charte et qui interdisent de se servir de la tragédie nationale et de ces détails morbides pour faire peur ou pour menacer les uns et les autres? La loi sur la réconciliation nationale n'offre pas aux individus, aux victimes, aux citoyens, la possibilité d'acter en justice. Pour ce qui est des crimes commis pendant la tragédie. De cette... Oui. C'est un acte d'État et l'État lui-même se permet donc de condamner toute personne ou éventuellement institution ou structure juridique telle que la télévision. C'est l'État qui condamne. Oui. Et en l'occurrence, la télévision est une télévision d'État. Donc personne ne peut alors, si l'État veut saisir bien, la justice si le pouvoir, le ministre de la Justice veut bien appliquer les règles de la... هذاك هو. Donc, لاحب وزير العدل يرفع قضية على s'il veut bien, sinon il n'y a pas de souci. Parce que mais il ne voudra pas bien parce que ça vient de son propre... Par contre, il s'agit d'un chantage, politiquement. Oui. Il a été plusieurs fois rappelé. Mais là, avec la force des images, à une heure de grande écoute. Écoutez les Algériens. Rappelez-vous ce qui vous est arrivé. Regardez. Regardez ce que vous n'avez jamais pu regarder. Parce que 90% de la population n'a pas connu ces images. N'a pas vu ces images et encore n'a pas vécu cette période-là. Voilà. Et alors, si vous n'êtes pas sage, voilà ce qui vous arrivera. C'est une menace. C'est une menace. C'est du terrorisme. Mais ça prouve a posteriori, quelque part, le doute qui existait chez nous, les Algériens, à l'époque, que cette guerre qu'ils reconnaissent maintenant comme guerre civile dans la loi sur la réconciliation nationale, qu'ils reconnaissent qu'elle est entre les civils, alors qu'auparavant, ils considéraient que c'est simplement des terroristes, et là, ils reconnaissent que c'est une guerre civile. Ou plutôt une guerre contre les civils.
c'est comme ça qu'ils disent, mais dans les Oui. textes de la loi, c'est une guerre civile. Entre belligérants. Ils reconnaissent la notion de belligérance, puisqu'ils permettent à l'amnistie aux uns et aux autres, donc aux deux belligérants. D'accord. Sur cette question, rappelez-moi, je vous disais qu'il y avait un chantage et qu'il y avait aussi derrière ce chantage une reconnaissance implicite que la guerre civile qu'a subie les Algériens, je termine là-dessus, Oui. a été de leur ressort, des bénéficiaires d'après les années 90, que les années 90 avaient des acteurs qui étaient cachés et qui ont créé cette guerre, comme en Syrie actuellement. Oui. Il y a des bénéficiaires. Et il y avait des bénéficiaires qui étaient cachés, qui avaient soutenu, qui avaient payé, qui avaient profité de cette guerre civile avant de venir, comme des pompiers pyromanes, dire « nous allons vous arrêter ça ». Et nous allons demander à Anwar Haddam son avis sur la question. Anwar Haddam, est-ce que c'est du terrorisme télévisuel auquel nous avons assisté hier sur la télévision algérienne, et même aujourd'hui, je crois aussi? En effet, c'est plus que ça actuellement. Mais je voudrais rappeler que, et je suis d'accord avec votre invité, que la réconciliation requiert autre chose que juste un cadre légal. Et je voudrais en parler de ça. Mais parlons du cadre légal. Actuellement, le pouvoir en place à Alger est consistant avec lui-même en décrétant une telle loi, parce qu'ils savent bien qu'on ne peut passer au jugement ou bien sans qu'il y ait un véritable rétablissement de la vérité. Juger sur quelle base, sur quelles données, c'est ça le problème. C'est pour ça que malheureusement, ces putschistes ont transformé un tel acte qui nous aurait permis d'aller de l'avant vers le futur en véritable maquillage pour l'amnistie, pour l'aïqab, etc. C'est ça le problème essentiel en Algérie. Et nous avons, dans l'histoire contemporaine, peut-être que l'exemple qui a réussi le plus, c'est l'exemple sud-africain. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé vérité et réconciliation. Nous, ils n'ont pas accepté, ils ont refusé. Le pouvoir a refusé toute tentative de recouvrer toute la vérité sur ces crimes horribles qui ont été commis. Il y a une déchirure profonde dans notre société. Ils ont refusé ça et ils ont imposé un mécanisme pour actuellement se couvrir actuellement et couvrir tous les criminels des deux bords. Donc c'est ça la question de fond. Anwar Haddam, vous qui étiez... Parlons de l'établissement de la vérité. Oui? Anwar Haddam, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous qui étiez membre de la direction du FIS à l'époque de la tragédie, est-ce que demain vous seriez prêt à dire on est prêts, tous autant que nous sommes, dans les deux camps, si je peux dire, à aller en justice devant le peuple algérien et à accepter qu'une véritable enquête sur le fond soit menée pour montrer qui est derrière cette tragédie nationale, si c'est les islamistes seuls, si c'est les généraux seuls, si c'est les deux, si c'est une combinaison des deux? Soyons clairs sur ça, parce que vraiment, ça fait 20 ans qu'on le dise. Et moi-même, personnellement, j'étais parmi les premiers à avoir demandé ce qu'il y ait un véritable rétablissement de la vérité sur tous les crimes commis contre notre peuple. Et c'est le pouvoir en place qui a toujours rejeté ça. Et malgré ça, je le répète encore une fois, nous sommes prêts à comparaître devant une justice vraiment indépendante et essayer de voir où est. Parce que le plus important, c'est de rétablir cette vérité. On ne pourra pas dépasser le passé sans connaître la vérité et sans qu'il y ait vraiment une véritable réconciliation, comme vous l'avez dit, après jugement, basé sur des faits. Les gens peuvent ou bien peuvent qui dit que la justice prend son cours. Le problème n'est pas là, c'est que nous avons toujours dit ça. Et malheureusement, les gens toujours nous rappellent à ça, alors que en oubliant que
c'est quoi par Non, exemple, c'est bien de le rappeler, Anwar Haddam. Moi, je sais que vous-même, par exemple, vous avez demandé l'établissement d'une enquête internationale, que vous étiez prêt à comparaître devant une justice, la justice du peuple, une justice vraiment indépendante, je le sais. Mais je vous pose la question pour rétablir justement la discussion sur des bases vraies, parce que les gens, les généraux putschistes ont toujours refusé et une enquête impartiale indépendante et une justice impartiale indépendante. Mais sinon, Anwar Haddam, au sujet de ce terrorisme télévisuel de l'ENTV, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? C'est machiavélique, c'est vraiment horrible. C'est un marchandage, comme l'a dit votre invité, comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, soit nous, soit ces images. Ça, c'est malheureux, ça, c'est mesquin. Mais moi, ce que je voulais insister ici, si vous le permettez, parce que c'est ça le problème de fond. Les gens doivent se rappeler que c'est quoi. Ils doivent se rappeler qu'est-ce qu'il représente, Anwar Haddam. Nous étions élus pour essayer d'aider notre peuple, pour essayer de changer de cap de cette politique qui nous a amenés à octobre 88, au bankruptcy de l'État algérien. Et maintenant, à chaque fois qu'il y ait une tentative, de réconciliation véritable, c'est-à-dire de tourner cette page et d'essayer de bâtir ensemble notre pays, travailler ensemble pour sortir de cette crise terrible que notre pays vit, on nous ramène à ça. Le peuple algérien en a assez de tout ça. Nous, ce qu'on a demandé, qu'on met une parenthèse temporaire, en œuvre ensemble pour qu'il y ait un état de droit, une justice indépendante, et ce n'est qu'après ça qu'on pourra avoir une véritable réconciliation nationale basée sur la vérité. C'est ça ce qu'on demande. Il est temps d'œuvrer ensemble. Vous voyez ce qui se passe. Donc maintenant, ils sont en train d'institutionnaliser des faux billets avec cette planche à billets, etc. Anwar Haddam, justement, avant d'arriver au sujet de la fausse monnaie, comme vous dites, alors, une question en deux volets. Je vous demanderai de répondre assez rapidement pour que nous puissions avancer sur les autres sujets. Il y a, la première est qu'il y a quelques mois, il a dit il n'y a plus de terrorisme en Algérie, il a été vaincu. Il reste un terrorisme très résiduel, ce sont ses propres termes. Et aujourd'hui, il est en train d'appeler les terroristes à déposer les armes. Il faudrait le savoir. De deux, l'autre volet de la question est que aujourd'hui, ce régime semble se dire « Ah, puisque la population veut de l'islamisme, on ne va pas laisser le fonds de commerce aux autres, on va s'en servir nous-mêmes, puisqu'Ouyahia est en train d'annoncer qu'il va installer, il ne l'a pas dit comme ça, mais tout le monde a compris, une sorte d'institution économique islamiste dans le pays, notamment à travers les banques islamistes, à travers le prêt islamiquement correct, etc., etc. Est-ce à dire qu'ils veulent prendre le fonds de commerce? Non, je ne pense pas comme par exemple l'Angleterre ou bien la France ou bien les États-Unis voudront faire de l'islamisme. Ça, c'est purement une technique économique qui a prouvé son efficacité, c'est tout. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Écoutez, des gens qui nous ont amenés à cette situation économique, il ne faut pas s'attendre qu'ils vont nous faire sortir de cette situation. Donc, je ne sais pas de quoi il est en train de parler, il ne sait même pas, mais ce terroriste, parce que vraiment c'est un terroriste, parce que le NTV, lorsqu'elle a montré ces images, je suis sûr qu'il est derrière ça. Il faut justement le juger pour ça, de terroriser le peuple algérien jusqu'à 20 ans après. Il y avait des enfants, c'était à 8h, à 20h à Alger. Donc, et des enfants, vous savez bien, dans nos familles, on regarde ensemble la télévision, etc. Mais ça, c'est vraiment du terrorisme. Et maintenant, essayer de dire que... Donc, moi, je pense qu'il est temps d'être focus, really to focus, يعني في القضايا المهمة جدا, يعني comment faire sortir notre pays de cette situation. Restez avec nous, Anwar Haddam. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment.
nous n'arrivons pas à joindre Hassan Moussi, malheureusement. Azdine Zalani, ou Yahya, les premiers jours, quand il a annoncé la planche à billets, il a littéralement mis la panique, au point où l'euro a atteint 220, comme on dit. Alors, et puis, une fois qu'il a vu que la panique s'était installée, il a adopté un ton tout à fait rassurant, qu'il ne faut pas avoir peur, ce n'est rien du tout, la crise sera derrière nous en 3 ans, et dans 1 an à 1 an et demi, il a dit ça, hein, nous allons revenir à la normale, il ne faut pas croire, et puis tout va bien, nous avons 6 milliards de dollars de réserves en or, nous avons ceci, nous avons cela, nous allons livrer 700 000 logements à peu près d'ici 2019, etc., etc. Plein de déclarations qu'il voulait rassurantes. Pourquoi? Le rôle d'un homme politique est de rassurer. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il a fait en premier lieu. Quel que soit pourquoi il est revenu à ce ton? Je crois que c'est une action politique tout à fait, j'allais dire, normale. Attirer l'attention de la population sur le danger et sur un certain nombre donc, de défis qu'il doit mener, et donc de la nécessité pour lui de bénéficier d'une sorte de confiance et d'accord national à sa politique, et en même temps, il peut réagir d'une façon inverse pour pouvoir calmer les secteurs qui sont peut-être, qui risquent d'être mis dans une pression et qui peuvent, le cas échéant, s'agiter. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, Azdine Zalani. Pourquoi? Parce que quand il a commencé à faire paniquer les gens, venant de quelqu'un d'autre qui serait arrivé, un nouveau Premier ministre, qui ne se serait jamais engagé dans des déclarations, ou d'autres, on aurait compris. Il arrive, il dit, écoutez, je vais vous parler honnêtement, la situation est arrivée à un point de non-retour, nous sommes en cessation de paiement, nous ne pouvons même pas payer les salaires, nous ne pourrons même pas payer les salaires des députés et sénateurs, comme a dit Yahya. On aurait compris. On dit, ah, ça c'est un nouveau Premier ministre qui arrive, voilà ce qu'il dit. Or, Yahya, quand il dit ça, ça ne lui va pas. Puisque durant tous les gouvernances, il a été Premier ministre et chef du gouvernement plusieurs fois, il a dit tout à fait le contraire. Non, l'Algérie se porte très bien. Elle n'aura jamais de problème. Elle est couverte pour l'éternité. Il ne lui manque rien. On est paré. On a tout ce qu'il faut. On a ceci. Il a toujours dit ça. Il n'y a pas très longtemps, il a dit c'est les ennemis de l'extérieur et de ceux-ci qui sont en train de. Donc d'abord, ce n'est pas normal, venant de lui. Ensuite, il a été très très loin quand il dit, en Algérie, quand il dit il faut être conscient, les gars, on n'a pas de quoi payer les salaires, on n'a pas de quoi payer les retraites, on n'a pas de quoi payer les pensions. Nous sommes en cessation de paiement, nous sommes en faillite. Et, solution qu'il préconise, il dit, nous allons devoir recourir à la planche à billets. Mais à la planche à billets pour combler les déficits budgétaires. Mais c'est énormissime. Ce n'est pas, par exemple, il va recourir à une planche à billets qui va rentrer dans l'histoire en ce sens qu'on ne connaît pas de pays qui se soit aventuré dans une telle ampleur, j'allais dire. Donc, ce n'est pas normal. Et puis, juste après, il ne laisse même pas courir le temps, laisser agir la peur qu'il voulait inséminer. Il revient à un tout autre ton. Non, non, il n'y a pas de crise, c'est une petite crise qui va passer dans 1 an. Vous imaginez, 1 an et demi. Et cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Alors écoutez bien, là franchement, c'est plus que du sparadrap sur une jambe de bois. Il dit, pour que parce que les petits, c'est toujours le petit qui se mouille, la population sait que maintenant, elle va devoir écoper grave. Leur pouvoir d'achat va être atteint d'une façon absolument phénoménale. Il y aura une superinflation, une surinflation. Alors qu'est-ce qu'il dit pour qu'ils aient l'impression que ce n'est pas eux seuls qui vont payer? Il dit, nous allons appliquer l'impôt sur la fortune en 2018. Vous imaginez, Azdine Zalani, l'Algérie appliquer l'impôt sur la fortune, elle qui n'a même pas une banque digne de ce nom, qui ne paye même pas par chèque, où les cartes de crédit ne fonctionnent pas, où personne ne déclare ses biens, ses patrimoines, où personne ne met son argent dans la banque, mais les planque dans des sacs à semoule et dans des sacs poubelles chez soi. Comment il va faire pour
l'impôt sur la fortune. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas normal, comme vous disiez. Je ne veux pas rentrer dans le méandre politicien, sincèrement. Les déclarations de chef de gouvernement, que ce soit celui-là, que celui qui l'ont précédé, ont des fins politiques, de gestion de la population ou d'un certain nombre d'acteurs agissant sur le plan social, économique et politique, etc. Et parfois contradictoires, et il suffit donc pour les politiciens de satisfaire les uns ou les autres. Par contre, sur certains sujets des banques islamiques, par exemple, l'introduction de la notion de banque islamique, bon, c'est une... Et d'intérêt islamique, oui, de prêt islamique, pas d'intérêt, de prêt islamique. Oui, mais voilà. La mudaraba, la musharaka, etc., c'est des opérations juridiques qui ont été élaborées pour pallier à la question de l'intérêt. De l'usure. De l'usure. Ouais. Parce que le principe en droit musulman, c'est qu'on ne peut pas prêter de l'argent et en recevoir un intérêt de l'argent. Mais est-ce que l'intérêt est un taux usuraire on contourne forcément la question. Ouais. Comme il y en a beaucoup de hiyal, on les appelle ça, les hiyal, en droit musulman, on a adopté ce genre de solution pour pouvoir, n'est-ce pas, contourner l'interdiction du prêt-intérêt. Oui. Et les personnes qui participent avec leurs capitaux ont des intérêts. Seulement, il y a le risque de perdre. Donc, ils participent à des opérations économiques comme dans n'importe quelle situation. La notion de risque pallie à la question de l'usure. Oui. Voilà, c'est tout simple. Et c'est une règle qui est toute banale et on l'a qualifiée d'islamique. Oui, mais on a l'impression que là, lui dit je veux faire ça pour encourager les gens à mettre leur argent dans les banques. D'autres disent non, non. Entre autres, il en profite pour souffler un des fonds de commerce de l'islamisme. Il dit bon, puisque les islamistes ont du succès avec ça, on va le faire notre. C'est l'absence de système financier cohérent, valable et comment on dit, clair, et qui empêche les gens de mettre leur argent dans les comptes bancaires et qui font que les banques chez nous sont ce que vous savez, ce que vous avez dit, c'est-à-dire vides et sans clientèle. Et les gens ne mettent pas l'argent dans le circuit bancaire parce qu'il n'y a pas de circuit financier. Et parce qu'il n'y a pas de circuit financier, il ne pourra pas non plus y avoir de banque islamique ou de banque catholique ou de banque de quoi que ce soit, à partir du moment où la population ne fait pas confiance à un système qui n'existe pas déjà, système financier. Par contre, si c'est une action politique de la part de Yahya envers les islamistes, à la veille d'élections ou autres, avec d'autres, en disant nous nous ouvrons vers l'islam, vers l'islam politique, vers l'islam économique, vers l'islam social, etc. Voilà ce que nous a permis l'adhan, je ne sais plus quoi, etc. Suite à aussi cette affaire de la basmala dans les livres scolaires, pour essayer de revenir, nous sommes un État islamique et tout cela. Si c'est une action politique, moi je propose que l'État algérien soit courageux de reconnaître qu'il y a une majorité, qu'on le veuille ou pas, une majorité de la population, comme dans l'ensemble des pays musulmans, qui veut appliquer la charia bihadafiriha, telle qu'elle est, et parfois selon des rites trop excessifs, comme le rite hanbali. Il y a presque une majorité, ou globalement, d'Algériens qui veulent la loi islamique. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais moi, je le pense. Sur quelle base vous fondez pour dire la majorité? À la limite que vous disiez que ce courant existe, bel et bien dans les sociétés musulmanes. Je ne parle pas du courant politique. Mais dire que c'est la majorité qui veut appliquer la charia... Je ne parle pas du courant politique comme le fils ou Hamas. Non, non, c'est ce courant chariatique. Les Algériens, dans leur ensemble, se considèrent comme musulmans. Tout ce qui est haram pour eux, ils ne le font pas. Dans l'action civile habituelle, le mariage, par exemple, et autres, etc., se fait avec la fatiha, se fait que l'État l'impose ou pas. Donc la population agit normativement, dans un cadre musulman, culturellement. Ce n'est pas un acte politique, c'est un acte culturel. Le hijab et autres, c'est des actes culturels. La mlaya ou le haïk, c'est des actes culturels qui sont liés à une manière d'interpréter l'islam qui est majoritaire.
qui est traditionnel et qui est conservateur. Cependant, il y a une minorité importante en Algérie de personnes qui ne veulent pas vivre sous ce régime, sous aucun prétexte, tout en étant des musulmans. Mais on ne peut pas dire minorité ou majorité tant qu'il n'y a pas eu d'élection sur ce point. Oui, bon, alors, Moi, j'ai proposé une solution. Ouais. Je propose une solution. Que l'État soit courageux, de permettre le droit d'option à la majorité ou à une date comme celle, importante comme celle du mariage, pour permettre aux personnes d'opter pour un statut laïque, personnel, laïque, ou d'opter pour un statut personnel. Mais en 91, il y a eu des élections législatives seulement, remportées par un courant islamiste. Vous savez ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'ils sont... ce que vous dites est totalement irréalisable en l'état. Ça veut dire, dans le meilleur des cas, puisque en 91, les islamistes du FIS ont emporté des élections, tout le monde reconnaît qu'elles ont été transparentes et que, même s'il n'y a pas eu une forte participation de l'électorat, ils ont remporté les élections législatives. Il y a eu un putsch. Mais restez avec nous, je suis obligé... Je vais revenir sur cette question, oui, si vous permettez. Hassan Moussi vient de nous rejoindre. Hassan Moussi, désolé de ne pas avoir pu vous joindre. Merci d'être avec nous. Merci Jamal, bonsoir à tout le monde. Hélas, voilà, maintenant on est ensemble. Allez-y. Alors, vous allez devoir aller très vite pour que nous arrivons un peu à la fin de l'émission et que je dois retourner à mes deux autres invités pour le mot de la fin. Donc, je vais vous donner tout ça en un seul pack. De nous parler d'abord sur les images que est en train de diffuser le NTV, très très choquantes, qui, de l'avis de tout le monde, sont une menace adressée au peuple algérien, que s'il persévère dans cette contestation, dans cette colère contre le régime, il pourrait très bien être replongé dans la violence. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Moussi? Eh bien oui, effectivement, Jamal, donc rapidement, ça va dans le sens de cette soi-disant réconciliation nationale. Écoutez, Jamal, le régime algérien a créé jusque-là un désordre généralisé, je dirais, c'est une vérité. C'est un désordre généralisé dans le pays qui est créé par ce régime-là. Nous sommes aujourd'hui à 12 années depuis la proclamation de la charte pour la réconciliation, alors que nos montagnes, je dirais nos forêts, abritent encore des terroristes. Le pouvoir continue à Jamal de mendier le retour de ces terroristes à la maison et à rendre les armes et à vivre comme tout le monde. Voilà, c'est une honte, je dirais moi, ce régime qui n'arrête pas de donner, je dirais moi, toutes sortes d'avantages à tout terroriste qui abandonne le maquis, tout en lui assurant sécurité et prise en charge au moment même où la majorité de la population n'arrive pas à joindre les deux bouts à Jamal et à accéder à une vie tout juste moyenne, je dirais moi. Les lois algériennes, quand elles n'apportent rien, absolument rien à Jamal de positif, sont élastiques et extensibles par le pouvoir en place. Depuis, si vous voulez, depuis comment il s'appelle, Rizvik Bara, en passant par tous ses semblables et autres hauts responsables, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont engagé le pouvoir dans le cadre de la lutte antiterroriste et cette insensée réconciliation est vouée à l'échec. C'est presque, je dirais moi, c'est presque contre nature, puisque partout dans les pays du monde, les terroristes et le terrorisme sont condamnés. Chez nous, ils sont protégés et cautionnés par les tenants du pouvoir. Vous voyez le cas comment il s'appelle, de Madani Mizrag, émir de l'AIS, qui aujourd'hui assume publiquement ses crimes, et voilà qu'il est devenu une personnalité politique incontournable en Algérie. Donc Jamal, par rapport à cette question, notre pouvoir exploite cette réconciliation nationale à son profit. Il en fait un fonds de commerce, et même nos représentants, je dirais, à l'étranger, en font de cette réconciliation un modèle typiquement algérien qu'il propose aux pays insécures d'adopter. Il faut dire aussi que certaines capitales occidentales, malheureusement, à l'image de la France, de Londres ou de Washington, etc., elles ferment totalement les yeux sur cette façon de faire, préférant, si vous voulez, libérer le terroriste là où il est, à l'étranger, que de le confronter chez elles. Mais Hassan Moussi, comme on doit aller un peu vite,
Moussi, comme on doit aller un peu vite. Alors, Yahya, donc il y a eu une très forte réaction de la population, de la société algérienne, qui craint donc de payer l'ardoise de la mauvaise gestion par ce régime de la mise en faillite, de la cessation de paiement du pays. Et donc, Yahya, pour rassurer les gens, pour leur dire, vous ne vous en faites pas, vous ne serez pas les seuls à payer, les riches aussi vont payer. Alors, qu'est-ce qu'il promet? Il promet un impôt sur la fortune en 2019 ou en 2018. D'après vous, impôt sur la fortune en Algérie, c'est faisable? Il ne le fera jamais, il ne le fera jamais. C'est du vent à Jamal Khouya. La crise économique algérienne n'est pas tombée du ciel comme la graine ou la neige, Jamal. Ce n'est ni plus ni moins que le produit d'une gestion sauvage et anarchique pendant une douzaine d'années, notamment, je dirais, des différents gouvernements de M. Bouteflika. Les différents gouvernements qui se sont succédés à Jamal au podium et qui prétendent tous poursuivre le programme de Fakhamatouhou ne sont pas en fait désignés pour faire les réformes ou nous proposer des solutions ou remettre le pays sur les rails, mais plutôt pour gagner du temps et brouiller les cartes afin que s'effacent toutes les traces, je dirais moi, des différentes tragédies et échecs dont ils sont les seuls responsables. Jamal, n'attendons rien d'Yahya, Jamal, s'il vous plaît. Maintenant, sur le plan de la fiscalité, seulement si on voit juste ce côté-là, Jamal, s'ils avaient, j'allais dire une bêtise, s'ils avaient vraiment une bonne opinion politique, s'ils avaient le courage politique, l'Algérie elle perd aujourd'hui jusqu'à 400 milliards de dinars par an, Jamal, sur le plan de la fiscalité. Nous n'avons pas le courage de taxer les grands importateurs, ceux-là qui font rentrer jusqu'à 15 conteneurs par mois, sans jamais rien payer. Le fonds de régulation des recettes aujourd'hui à Jamal est épuisé. À fin 2016, il ne restait plus que 500 milliards de dinars, rien que pour combler le déficit. Jusqu'à la fin de l'exercice 2017, l'Algérie aurait besoin, Jamal, de 600 milliards de dollars. Nous avions planifié, si vous voulez, un peu plus de 7 000 milliards de dinars lors de l'établissement de la loi des finances, alors que nos capacités ne pouvaient pas dépasser 5 000 milliards de dollars. Donc il faut chercher 600 milliards de dollars pour finir l'année, pour finir l'exercice 2017, où Yahya doit chercher 600 milliards de dinars. C'est pour ça qu'il est prêt à mettre ses rotatives en marche. Il va encore nous imprimer des milliers, pour ne pas dire des millions de billets, ce qui va sans nul doute à Jamal compliquer la donne, puisque tous ces milliers, je dirais ces millions de billets de 1000 dinars ou de 2000 dinars qu'Yahya s'apprête à imprimer n'auraient pas de contrepartie physique. C'est juste la planche à billets qui appellera, je dirais moi, sans nul doute une inflation sans commune mesure. Donc les choses vont s'aggraver encore. Et restez avec nous, Hassan Moussi. Restez avec nous. Hassan Moussi, je reviens à vous vers la fin de l'émission pour vous demander de nous parler de la flambée de l'euro en Algérie. Anwar Haddam. Oui. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce qui se passe, de vos perspectives. Comment voyez-vous la situation? Comment va-t-elle évoluer à votre avis? Tout d'abord, beaucoup de choses ont été dites et j'aurais bien aimé avoir l'occasion de... Vous avez à peu près 2 minutes et demie environ. Premièrement, si j'essaie de résumer, parce que ce qui vient d'être dit, surtout avec votre invité dans les studios, le peuple algérien n'est pas dupe. Il n'attend rien de ceux qui sont venus du coup d'État contre leur choix, d'œuvrer en leur faveur, d'œuvrer pour leur intérêt. Donc, tout cela, c'est uniquement... Comme Ben Nabi disait, c'est de la politique avec un P uniquement. Maintenant, les perspectives, vraiment, parce que même cette question de banque islamique, comme je l'avais dit, ça n'a rien à voir avec l'islamisme, entre guillemets, c'est une technique qui a prouvé son succès, qui a été adoptée dans des pays occidentaux, pourquoi pas dans nos pays. Mais le problème, c'est tout le système, c'est qu'il est temps que les décideurs, parce que pour moi, ce Yahya n'est rien du tout, franchement, il n'est là qu'un porte-parole d'une certaine boîte noire. Malheureusement, elle existe encore et que
Mais ces gens-là doivent comprendre qu'il est temps, parce que la manne pétrolière, elle est partie. Ils ne pourront plus utiliser des gens qui n'ont aucune autre suggestion, aucune autre expérience que cette économie de bazar. Il est grand temps de changer de cap. Il est grand temps de changer de cap. Il est grand temps, au lieu d'essayer de fabriquer des faux billets, parce qu'après, comment est-ce qu'ils vont les faire retirer du marché, ou comment ils vont avoir le muqabil par une économie de production. Donc c'est vraiment un fiasco. Et comme on dit, il y a un proverbe en américain qui dit, si vous êtes dans un trou, il faut arrêter tahfar. Donc il est grand temps de comprendre qu'il n'y aura pas de transformation économique ou de transition économique vers une économie de production sans qu'il y ait une véritable transformation politique ou une تغيير سياسي اللي يخلي حقيقة الناس اللي يخدموا من أجل الشعب ماهوش اللي باش يسرقوه بزيادة يعني. Et je pense qu'il est grand temps que nous œuvrons tous ensemble. Il faut oublier, parce qu'à chaque fois le pouvoir nous lance comme ça des pierres comme ça, ou bien des os, et on essaie de battre. Il est grand temps d'œuvrer ensemble pour ce changement. Yani. Merci Anwar Haddam. Azine Zahlani, environ 2 minutes. Oui, je voudrais revenir, si vous permettez, sur le premier point, un point que je n'ai pas pu aborder. Bon, il y a la question de l'impunité qui est flagrante, on n'en a pas parlé. L'impunité, c'est très très grave. Oui, mais il y a la charte pour l'auto-amnistie. La deuxième question, c'est la victoire contre le terrorisme n'est pas le fait de Abdelaziz Bouteflika. Elle est le fait des sacrifices des forces de sécurité et des hommes et femmes algériens qui ont résisté avant même la venue du président Bouteflika, qui est venu, qui a été ramené, n'est-ce pas, pour pouvoir paraffer. D'autres disent non, ce n'est le mérite de personne, c'est le mérite du coup de sifflet qui a été sifflé pour que la violence s'arrête. Peut-être aussi. Dans tous les cas, le travail, beaucoup de travail a été fait contre le terrorisme, qui était largement défait avant qu'il soit légitimé, légalisé et considéré comme impuni, etc. Alors, le premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir sur la question que je n'ai pas pu terminer tout à l'heure à propos de l'islam politique. Moi, au début des années 90, en 90-91, j'avais fait une conférence devant un parterre d'islamistes en faisant la preuve juridique de l'impossibilité d'application de la charia en Algérie. Prenons les exemples, droit pénal, droit civil, droit commercial, droit administratif. Je vous donne un seul exemple. J'en ai pris au moins une vingtaine d'impossibilités totales d'appliquer charia islamia en Algérie. Par exemple, la peine pour le vol, couper la main, etc. et tout cela. En apportant des preuves. Mais est-ce qu'on n'allait pas vers un exemple extrême? Non, non, non. Déjà, c'était pratiquement impossible parce qu'il faut plein de conditionnalités. Mais en Algérie, à l'époque, le grand bénéficiaire de l'argent du capitaux, c'est l'État. Oui. Et le droit musulman ne punit pas de la peine le vol de la caisse publique. Et c'est un sujet très... En tout cas, c'est un sujet qui mériterait... qui nécessiterait qu'on en reparle. En tout cas, je vous remercie. Vraiment, il reste 2 minutes que nous allons accorder à notre ami Hassan Moussi. Vous avez environ 2 minutes, Hassan, pour le mot de la fin. Ah, pour le mot de la fin? Oui. Ben, je pensais que vous allez... Oui, je vais dire un mot par rapport à l'euro, puisque vous me dites qu'est-ce qui se passe là. Moi, je vous dis encore une fois, malheureusement, le peuple algérien, hein, Jamal... C'est-à-dire le mot de la fin, si vous pouviez nous parler de la flambée de l'euro, ce serait très bien. Oui, très bien. Oui, pour vous dire que, encore une fois, voilà, c'est la planche à billets que s'apprête à lancer notre superviseur, notre grand spécialiste de la sale besogne, M. Yahya. Donc c'est l'inflation à laquelle il faut s'attendre, à une inflation sans commune mesure, qu'il faut donc surtout conjuguer avec la prochaine, je dirais moi, et autre dévaluation du dinar très prochainement, vous allez voir. D'ailleurs, on se demande pourquoi il ne bloque pas la monnaie actuelle et imprimer de nouveaux billets. C'est une solution très meilleure. Mais cette solution, M. Yahya l'a écartée. Pourquoi? Parce qu'elle touchera les grands barons du dinar.
Et voilà que personne ne fait plus confiance au dinar actuellement à Jamal. Tout le monde ici en Algérie s'apprête à changer les quelques dinars qu'il a en devises convertibles, ce qui a rarifié, je dirais bien rarifié même la disponibilité de l'euro, du dollar et de la livre sur le marché parallèle. Et c'est ce qui a fait qu'une petite pièce euro, une petite pièce de l'euro, s'échange aujourd'hui à Place pour Saïd et ailleurs à un peu plus que de 200 dinars. Et dans quelques semaines, je dirais à un peu plus de 230 dinars. En tout cas, je dirais, ce n'est ni le financement conventionnel de M. Yahya, ni même sa rotative à billets qui vont régler la crise multiforme algérienne ou économique. Ces intellects de la Shkara Jamal qui nous ont dirigés et qui continuent à nous diriger n'ont pas réussi à mettre l'Algérie sur les rails quand les caisses étaient pleines à craquer, quand le pétrole se vendait à 130 $. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, avec cette seule et unique vache pétrolière, je dirais moi, qui nourrit les quelques 42 millions d'habitants et qui ne donne que le tiers de ce qu'elle avait l'habitude de donner, comment voulez-vous que ces messieurs-là vont nous sauver? La solution est à chercher ailleurs, à Jamal. Merci, merci. Mon point de vue, oui. Merci Hassan Moussi. Merci Azin Zalani. Merci Anwar Haddam. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Après la khair, bislama. À mardi.